Nous sommes le lundi 13 septembre 2021. Au sommaire de ce journal, depuis son lieu d'exil au Canada, Yacouba Isaac Zida justifie l'alliance de son parti, le MPS, à la majorité présidentielle. L'ancien président, sous la transition, dit oublier les injustices qui lui auraient été infligées par le pouvoir MPP rien que pour combattre le terrorisme. Il estime que le mouvement patriotique pour le salut a sa partition à jouer dans ce combat contre ces individus qui endeuillent chaque jour des Burkinabés. Vous l'entendrez dans un court instant. Et dans ce 13h également, des déplacés internes qui ne tendent toujours pas la main aux autres pour vivre dignement. Il en existe. Des hommes et femmes cultivent la patate pour nourrir leur progéniture, la vendre pour les scolariser également. Une culture qui n'est pas facile à pratiquer, surtout que les espaces cultivables ne les appartiennent pas. Mais cela n'enlève pas la joie de le faire. Les détails à suivre aussi tout à l'heure. Et puis à suivre dans ce 13h la réaction du ministre des Sports et des Loisirs sur la rénovation du stade du 4 août. À quand la fin des travaux? Quand est-ce qu'il sera livré pour permettre aux clubs burkinabés et les étalons de renouer avec le public? Dominique Nana apporte des précisions. Il livre aussi son analyse après les différents résultats dans les compétitions internationales avec les représentants du Burkina Faso. Voilà donc pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et très ravi de vous retrouver. Vous faites toujours bien de suivre BF1. Tout d'abord, cette nouvelle. Hier, dimanche, un convoi de citernes de carburant au profit de la société Semafo Bungu était la cible des individus armés non identifiés. La filiale du groupe Endeavour Mining était escortée par les éléments de la gendarmerie de Fadanguruma. C'est à l'est du pays. Le convoi est tombé dans une embuscade tendue par ces hommes armés donc entre Sakwani et Matiakwali sur l'as Kanchari-Fadanguruma. Le bilan humain provisoire, selon un communiqué du gouverneur de la région de l'Est, fait état de 4 gendarmes tués, des blessés, des portés disparus. Une opération de ratissage est encore en vue, bien sûr, donc de sécuriser la zone, précise le dit communiqué. Et justement, dans ce contexte d'insécurité dans lequel justement est plongé le Burkina Faso depuis 2015, c'est cette fois-ci Yacouba Isaac Zida qui parle. Il juge ce bilan, le bilan donc, du MPP et ses alliés catastrophique. Yacouba Isaac Zida, qui est donc en exil donc, au Canada, une catastrophe qui n'empêche pas d'ailleurs de rejoindre la majorité présidentielle avec son parti, le mouvement patriotique pour le salut, le MPS. Vous le savez certainement, qui fait désormais fusion avec le MPP. Yacouba Zida estime que sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Il justifie justement cette alliance avec la grande famille MPP par la contribution de son parti pour lutter aussi contre le terrorisme. Il était l'invité de Aubin Guébré dans votre émission 7 Info d'hier dimanche. Je vous propose un extrait. La gouvernance, elle est catastrophique. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde le constate. Parce que le véritable problème, c'est que le pays a été confronté à un problème de sécurité auquel il n'arrive pas à faire face. Et vous savez très bien comme moi que sans sécurité, plus rien n'est possible. Pour certains Burkinabés, il aurait fallu justement faire appel à toutes les compétences, y compris vous, en tant que militaire, mais aussi ceux qui sont en prison, notamment le général Gilbert Diengéré, de sorte à ce que toutes ces expertises puissent concourir justement à ramener la sécurité. Vous en pensez quoi? Oui, je suis d'accord avec ceux qui pensent cela, parce que de mon point de vue, le fait d'être exilé ou d'être en prison ne fait pas de quelqu'un moins un Burkinabé que les autres Burkinabés. Vrai ou faux? Vous pensez quoi de cette réorganisation qui est en train de s'opérer au sein donc, des forces de défense et de sécurité? Un ministre délégué a été nommé, récemment promu général, M. Semporé. Mais c'est aussi une dynamique, le président de Faso qui a repris en main justement le ministère de la Défense.
Il est promu aussi d'autres mesures dans le sens donc, des changements au niveau du commandement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, je salue tous ces efforts qui ont été faits. Je trouve que cela a pris du temps. Nous avons toujours appelé à ce que l'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est depuis ce temps, c'est depuis 2016, on avait pris la bonne mesure de la situation et qu'on avait fait appel à ces personnes compétentes, comme le général Semporé, et qu'on leur avait donné des coups de franche pour qu'ils travaillent sérieusement. Je pense que nous ne serons pas en train de pleurer tous ces morts. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Je dis seulement qu'il faut autre chose. Il faut plus que cela. Il faut plus que le fait d'appeler des compétences. Qu'est-ce qu'il faut alors? Non, il faut, sur le plan militaire, j'ai toujours dit, il faut équiper conséquemment les hommes. Il faut réorganiser. Le renseignement ne fonctionne pas. Nous devions savoir à l'avance, les terroristes sont à tel endroit, à tel nombre, avec telle intention. Et c'est à nous de les surprendre. Donc le renseignement ne fonctionne pas, l'équipement n'est pas en quantité, n'est pas adapté. Et il faut que le soldat qui se bat, il faut qu'il ait le moral. Il faut qu'il ait une motivation. Parce que le salaire seul ne suffit pas. Pour aller mourir, personne ne meurt pour un salaire. Il faut rallumer la flamme du patriotisme. Le MPS, le mouvement patriotique pour le salut, après justement la présidentielle, vous avez dénoncé ces élections, mais curieusement, le MPS s'est retrouvé à la majorité présidentielle. C'est une trahison du peuple, non? Non, ce n'est pas, il ne faut pas comprendre ça comme ça, parce que le fait que le MPS rejoigne la majorité est le résultat d'une longue réflexion et de longues consultations de notre base. Nous avons estimé que la situation du pays est telle que il faut aider à trouver des solutions. Et dans la suite de ce journal, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire était face à la presse ce lundi matin même. Elle a fait le point de la situation humanitaire du pays. Et de ce point de presse, il ressort qu'en plus de la prise en charge des personnes vulnérables, le gouvernement envisage le renforcement des services sociaux spécialisés dans la prise en charge au niveau des communes et des lycées, afin bien sûr de rapprocher davantage les prestations du ministre aux personnes déplacées. Je vous invite à suivre Marie-Laurence Ilboudo. La liste des PDI que vous voyez, tous les mois, vous avez un accroissement de 2 fois de 2 à 6% ou 2 fois à 4%, une moyenne de 4%. Ce n'est pas parce que les populations se déplacent encore plus. Nous pensons à juste titre, parce que les zones de départ n'ont pas changé, nous sommes toujours les mêmes zones de départ. C'est les zones d'accueil qui changent parce que les personnes, d'une zone à l'autre, rejoignent leur commune d'origine. Donc cette mobilité des personnes déplacées internes doit être suivie pour ce qu'on appelle purger cette liste, pour qu'il y ait une vraie liste. Parce que quand les personnes se déplacent, nous ne repartons pas pour encore voir si ces personnes sont toujours dans ces zones ou ce sont des nouvelles personnes qui sont allées dans de nouvelles zones. Donc nous allons travailler à mettre en place un dispositif que je vais vous montrer tout à l'heure. La carte PDI qui sera là, parce que nous allons refaire un pointage, les zones déjà identifiées. Nous allons donner une carte par chef de famille avec un code barre. Et nous avons demandé à ces personnes d'enregistrer fortement ce code barre. En cas de mobilité, ils n'ont qu'à juste donner ce code barre. Ils seront pris en charge au même titre où ils étaient, mais il n'y aura plus de doublons ou de tryphons sur les listes. Et donc, nous aurons des vraies listes et des listes très fiables. Mesdames et messieurs, depuis un certain temps, le phénomène qui
a fait que les enfants prennent une proportion inquiétante dans notre pays. Les chiffres suivants témoignent de leur ampleur. S'agissant de la mobilité à risque et de la traite des enfants, les rapports nationaux 2018 et 2019 sur la traite des personnes élaborés par mon département indiquent que le nombre d'enfants présumés ou victimes de traite interceptés par les services de sécurité était respectivement de 1047 et de 2303. Ce nombre est de 2318 selon les données du rapport national 2020. Au premier trimestre de l'année 2021, ce sont 374 enfants qui ont déjà été interceptés selon les données collectées par la Direction générale de la famille et de l'enfance. En ce qui concerne les enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire par les forces de défense et de sécurité, depuis le début de la crise sécuritaire, c'est au total 58 enfants qui ont été remis par les forces de l'ordre aux services sociaux. Restons dans l'actualité des personnes déplacées internes, des déplacés qui se battent aussi, j'allais dire, comme ils peuvent pour survivre. Et ils sont un peu partout dans les zones moins à risque au Burkina Faso. Eh bien, c'est ce que font ces femmes qui vont offrir leurs services dans des champs de patates moyennant ces tubercules pour nourrir leur progéniture, mais encore pour les vendre et scolariser leurs enfants. Ces déplacés ont été rencontrés par nos confrères du studio Yafa, ce reportage justement que vous allez suivre sera donc désormais diffusé sur les antennes de BF1, marquant le début d'une collaboration entre les deux médias. C'est donc le premier numéro. Regardez. On me ngara pomi wo so tubi rundo balle ton me kenya ndatu banga tubo famandi ha injo fa zabata la ni tila ya kunwa sanzi jalme patari ngodi naile wantu ko en lotta bang wala en songo wo c'est beno ton ya kabe halanda de ki kamana rien qui le font de gérer. On ne bali que son nous beka. Bata tum non tum de. Ba wala de kenda. Da ngi pam tum de. Ngi ba pam go ri ande no ko moto. So kenya ban bon se den dite. Le zade de komba. No da mi ya tum mo mengi. No da ko da me halum pam de zade de me se. Tondon taka teka ya tilele fo meke ka bala mbondi wa na mana wana ton poko ton ya pam du ngo ba ton ba bar ko sigi sympathique na ko samla Studio Yafa. Dans le Sahel, comme dans une partie du Nord et bien d'autres localités du pays, les écoles sont fermées depuis plusieurs mois, empêchant ainsi les enfants de ces zones d'être à l'école. Le gouvernement cherche des voies et moyens pour justement rouvrir ces salles de classe. Et suivant la même dynamique, l'ONG Save the Children lance un message de plaidoyer justement à l'endroit du gouvernement pour que s'ouvrent les 3800 écoles du Sahel central. C'est à travers une chanson intitulée « Je veux retourner à l'école ». Justin Amonto.
C'est une chanson de plaidoyer pour la sécurité des écoles dans le Sahel central. Dans cette zone, la crise sécuritaire a occasionné la fermeture de plus de 3800 écoles, privant environ 700 000 enfants d'éducation scolaire. Une situation que l'ONG Save the Children veut changer en sortant cette chanson porteuse de messages de plaidoyer titrée « Je veux retourner à l'école ». Un morceau fait en collaboration avec le trio composé de Safiat du Niger, le vieux Farka Touré du Mali et Alif Naba du Burkina Faso. Cette chanson, c'est un message, c'est un cri du cœur, c'est la voix des enfants qui veulent retourner à l'école et qui sont privés d'école à cause des conflits dans le Sahel central. Donc le message, c'est vraiment de faire du plaidoyer auprès des autorités, des donateurs, pour arriver à assurer la sécurité des écoles, afin que les écoles cessent de fermer. Ce morceau titré « Je veux retourner à l'école » vise à accélérer la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité des écoles dans le Sahel. Selon ce trio d'artistes, pour le développement d'une nation, la question des enfants doit être au-dessus de toute préoccupation. Ce projet est un projet que j'affectionne particulièrement parce que la question des enfants et notamment l'éducation des enfants aujourd'hui, je pense que pour tout artiste, ça doit être prendre aujourd'hui son bâton de pèlerin et sensibiliser là-dessus. Et les artistes avec qui nous avons travaillé, notamment Safiat du Niger et Vieux Farka Touré, sont des artistes qui naturellement sont engagés eux-mêmes déjà dans leur démarche artistique. Donc on a pu créer ces chansons, on a pu trouver les mots, on a pu trouver des mots qui répondent éventuellement aux besoins des enfants. Aujourd'hui, mon message pour les dirigeants, c'est de sécuriser les écoles pour que nous, les enfants, nous puissions retourner à l'école et surtout pour les enfants qui sont dans des zones d'insécurité, leur permettre d'être en sécurité quand ils sont à l'école et ainsi de pouvoir apprendre dans la sérénité. Notons que ce 9 septembre, c'est la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Et à travers ce morceau, les gouvernements et différents acteurs sont interpellés sur la nécessité de garantir l'éducation pour les enfants dans les zones de conflit. À Ouagadougou, pendant ce temps, eux font œuvre utile. Ils sont tous natifs de Gounguin, un quartier de la capitale burkinabé. Rassemblés en association, les jeunes de ce quartier populaire ont tendu la main aux occupants d'un édifice religieux, une école et un centre de santé. C'est un don composé de vivres, de matériel didactique et matériel de nettoyage. L'idée de l'association Jeunesse en Action, c'est tout simplement, bien sûr, de tendre la main aux plus nécessiteux. Le geste est intervenu le week-end dernier. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des bouilloires, du détergent, du gel hydroalcoolique. Voici entre autres le don de l'association Jeunesse en Action à l'endroit du CSPS et de l'action sociale de Gounguin. Et l'école de Gounguin en bénéficie aussi de cette action de solidarité. Juste une mosquée au Tiré où nous on fait les activités. On a fait quelques dons aussi là-bas. Le dispensaire qui est là. Et on a essayé de faire des petits trucs aussi là-bas, de propriété, gel et tout. C'est ce qu'on peut pour le moment. C'est le quartier natal de tous ces jeunes qui posaient ce type d'action à travers des rencontres de football depuis une dizaine d'années. En faisant ce don, ils tentent de venir en aide à ceux qui sont véritablement dans le besoin, mais aussi faire œuvre utile dans ce quartier. Cette année, j'ai commencé à mouver un peu, à faire des petites affaires. Bon, pourquoi pas aider ceux qui en ont vraiment besoin. On a notre association, c'est vrai. On parle vers les gens, c'est vrai. On ne nous écoute pas. Mais aujourd'hui, lui, il va faire des dons. Voilà. En tant que membre de l'association, lui, il va faire les dons. Voilà pourquoi il a regroupé tout ça. L'association Jeunesse en Action ne compte pas s'arrêter là. D'autres actions de solidarité sont en vue. Mais avant, elle lance un appel à tous les Burkinabés qui ont la capacité d'aider les autres à suivre leur pas pour donner le sourire aux nécessiteux. Un appel déjà entendu
par un fils du quartier. On profite pour lancer un appel maintenant à nos grands frères qui sont à Gouin ou bien qui ne sont même pas à Gouin. Dans les activités à venir, on aura besoin de leur soutien. Oui, je suis prêt parce que c'est une bonne initiation. Donc, je suis prêt à les aider. En marge de cette action de solidarité, Ludovic Kiema a initié un match de gala qui a opposé les jeunes de Gouin aux artistes musiciens. Un match remporté par les artistes sur score de 3-0, avec toujours à l'esprit rassembler les jeunes du quartier. Elle aussi est une association désormais légalement reconnue. Nous parlons de l'association des professionnels des courtiers du Burkina. 1 an déjà qu'elle existe. L'association a convié ses membres pour passer en revue toutes les actions entreprises durant cette période. Des actions positives, il y en a eu, mais aussi des insuffisances. L'Assemblée générale de ces assureurs conseils professionnels, c'était le week-end dernier. Alexis Belemnaba. En une année d'existence à la tête de l'APECAB, Association des professionnels des courtiers du Burkina, Lagona Hassan Lamizana et son équipe notent un bilan positif. Un bilan présenté ce 11 septembre lors de l'Assemblée générale de la dite association. Lorsque nous avons pris le mandat, il se trouvait que la nouvelle loi de CNT faisait que notre récépissé était déjà caduque. Donc le premier objectif, c'était de tout faire pour que nous puissions renouveler le récépissé. Nous avons fait ça. Donc légalement, maintenant, on est connu. Et l'autre aspect maintenant, c'est de travailler au niveau des pouvoirs publics pour nous permettre de faire connaître encore plus l'association. Et enfin, c'est également amener les membres à payer leurs cotisations pour que nous puissions, parce que nous sommes affiliés à la FIAC, qui est la Fédération interafricaine des courtiers, des assureurs conseils. Et donc, il faut que le Burkina puisse solder son ardoise pour pouvoir également discuter au niveau africain des problèmes du marché. Des insuffisances sont également relevées, notamment la non-adoption des plans d'action, le difficile recouvrement de la cotisation et la promotion du métier. Au nombre de 46 sur le marché burkinabé, ces assureurs conseils de profession rencontrent des difficultés, dont la méconnaissance du métier de courtier et la concurrence déloyale. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se faire commissionner au niveau des compagnies d'assurance, alors que ce n'est pas leur rôle. Nous avons un agrément que nous renouvelons chaque année par rapport à ça. Nous avons une formation par rapport à ça également. Et ensuite, la troisième difficulté, c'est le manque même d'engagement des membres. Parce que quand on regarde les statistiques aujourd'hui au Burkina, en termes de commissionnement et en termes des apporteurs d'affaires, le courtier vient en 3e position, ce qui n'est pas normal. Donc notre rôle premier, c'est d'apporter les affaires aux assureurs. Et donc il faut qu'on travaille à prendre la place qui est la nôtre, c'est-à-dire être un meilleur secteur où nous vendons les contrats d'assurance, des contrats crédibles et des contrats où on indemnise. Le métier de courtier est peu connu sur le marché des assurances par le grand public, selon le président de l'APECAB. À cette occasion, le président interpelle tous les membres à travailler à l'appropriation de l'association et à défendre les intérêts du métier pour pouvoir occuper la place qui est la leur. Dans un autre registre, du 30 septembre au 29 octobre 2021 démarre la réception des demandes de financement lancées par le Fonds d'appui à la presse privée. C'est un crédit qui est mis à la disposition des médias privés burkinabés pour financer leurs différents projets. Mais attention, pour en bénéficier, il y a des conditions. Quelles sont donc ces conditions? Combien un organe de presse peut-il prendre comme crédit, justement? Des éléments de réponse avec Abdoulaziz Sarri et Maxime Ilboudo. Le Fonds d'appui à la presse privée met à la disposition des médias privés burkinabés un crédit pour le financement de leurs projets structurants. Les entreprises désireuses doivent être légalement reconnues, être à jour vis-à-vis de la réglementation fiscale et sociale, mais aussi présenter un projet rentable dans le domaine. La réception des demandes de financement débute du 30 septembre jusqu'au 29 octobre prochain. Il y a d'abord le crédit de trésorerie qui est destiné à financer les besoins d'exploitation ou besoins en fonds de roulement. Il est accordé pour une durée maximale de 12 mois, dont un différé partiel de 0 à 3 mois. Le montant minimum est de 1 million et le montant maximum de 9 millions de francs CFA. Il y a les crédits d'équipement destinés à l'acquisition de matériel d'exploitation. Il est accordé pour une durée de 60 mois, donc 5 ans, pour un différé partiel de 3 mois minimum et de 6 mois maximum.
Le montant minimum donc, pour les crédits d'équipement, c'est 5 millions et le montant maximum, 50 millions. Il y a enfin donc le plus gros crédit qui est le crédit d'investissement. Il est destiné au financement des investissements lourds. Il a une durée de 60 mois, soit 5 ans, pour un montant minimum de 50 millions de francs CFA. Le taux d'intérêt appliqué pour tous ces crédits est de 4% hors taxe. Les frais de dossier sont de 1% du montant accordé et un apport personnel en numéraire est demandé à chaque média bénéficiaire pour le crédit d'équipement et le crédit d'investissement. L'apport personnel est de 10% du montant accordé pour le crédit d'équipement. Il doit être versé avant tout décaissement. L'apport personnel est de 20% du montant accordé pour le crédit d'investissement. Il doit être versé aussi avant tout décaissement. Il n'y a pas d'apport, je le précise, personnel pour le crédit de trésorerie. La durée du crédit est de 60 mois ou 5 ans maximum. Avec cet appui, le FAPP veut assurer à la presse privée des conditions de travail favorables. À ce jour, 13 parmi elles ont déjà bénéficié de ce soutien. Le projet, pour qu'il soit éligible, il faut qu'il ait non seulement de la pertinence, il faut qu'il apporte sa touche à la politique de la communication nationale, il faut qu'il participe au développement de la presse, il faut qu'il ait également un caractère surtout innovant. Aujourd'hui, dans le domaine des NTIC, je pense qu'il y a des projets intéressants que vous pouvez se mettre à ce niveau-là. Il faut surtout qu'il soit un projet créateur d'emploi. Tout ça, ça rentre dans la dimension structurante des projets que le FAPP va financer. Au-delà de l'octroi des crédits, le Fonds d'appui à la presse privée veut accompagner les journalistes avec des bourses de formation. Il entend aussi se rapprocher davantage des organes de médias avec la digitalisation de ces services. Ouvrons à présent une fenêtre sur le sport. Le Burkina Faso a enregistré des résultats assez satisfaisants dans les compétitions internationales, que ce soit justement avec les étalons comme les clubs, en citant bien sûr l'AS Sonabel et l'ASFA Yenega, présent donc le 12 septembre à l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, a justement bien apprécié tous ces résultats obtenus, que ce soit justement avec les clubs qu'avec l'équipe nationale. Mais qu'en est-il de la rénovation du stade du 4 août? Écoutez la réponse du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana. Bon, c'est encourageant de voir que sur 4 matchs qu'on a joués, on a perdu 1, fait 2 nuls et gagné 1. Et les étalons sont dans la position de continuer à défendre leur chance pour la qualification à Qatar 2022. Les deux clubs, nonobstant la défaite de Sonabel, ont toujours leur chance. Il est juste malheureux de constater qu'à cause des infrastructures, on doit jouer certains matchs hors du Burkina. Et vous savez que depuis 2009, les États n'ont jamais perdu un match à Ouagadougou. J'aurais été le premier heureux de pouvoir faire jouer ces matchs-là à Ouagadougou. Et cela dit, je crois qu'on doit avoir espoir. Nous avons travaillé avec la fédération de manière à ce que les joueurs soient dans les dispositions similaires à ceux qu'ils trouvent dans leur club au niveau professionnel. Nous faisons un peu la même chose pour les clubs qui vont en compétition. C'est pour qu'il n'y ait pas d'excuses, pour qu'au plan technique, chacun puisse s'exprimer à la hauteur de son talent. Monsieur le ministre, comme la gymnastique, vous avez parlé des infrastructures pour le football. Le stade du 4 août, on a vu c'est clôturé. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Alors, où en êtes-vous avec la rénovation du stade? Lorsqu'on va ouvrir les portes du stade, vous constaterez. C'est-à-dire? Vous constaterez ce qui a été fait, parce que ça sera terminé. Je vous ai dit que je ne suis pas prisonnier des délais. Par contre, c'est une exigence pour moi de faire un travail de qualité qui fasse de telle sorte que l'ensemble des sportifs, le peuple burkinabé, soit fier de son stade. Donc, laissez-nous travailler, vous serez tous satisfaits. Et pour terminer ce journal, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo dénonce les sanctions économiques de la CEDEAO infligées à la Guinée et son pays. L'opposant pense que la CEDEAO et l'Union africaine se sont décrédibilisées en multipliant bien sûr toutes les exceptions. Il a été interrogé par nos confrères de Africa News. Le chef de l'opposition guinéenne a appelé la CEDEAO à ne pas imposer de sanctions économiques au pays. Cellou Dalein Diallo, candidat malheureux contre le président Alpha Condé lors de 3 scrutins présidentiels successifs, s'est exprimé suite au coup d'État du 5 septembre. Depuis l'exception tchadienne et malienne,
l'Union africaine et la CEDEAO, je ne veux pas dire, se sont décrédibilisés fortement, à multiplier les exceptions. C'est très difficile d'imposer aujourd'hui, de vouloir imposer au colonel Doumbouya un président civil. Mais ce serait souhaitable que le Premier ministre soit peut-être un civil pour que la transition soit conduite avec aussi des civils. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest attend de recevoir le rapport d'une mission d'enquête envoyée en Guinée avant de statuer sur de potentielles sanctions économiques. Non, je ne serais pas favorable aux sanctions économiques. Comme je vous l'ai dit, d'abord, je trouve que c'était l'implication de l'armée pour mettre fin à un mandat illégal et illégitime. C'était pour moi une décision qui est bienvenue. Donc, pour moi, la gente ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. Le CNRD, formé par les putschistes, a dissous le gouvernement de M. Condé et promet de former un gouvernement d'union nationale pour superviser une transition politique. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris plaisir à présenter. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, toujours avec le même grand plaisir et surtout, toujours sur la chaîne au cœur des grands défis. Excellent après-midi à tous.